Johan est délégué de l'antenne nivernoise et vice-président de la Ligue de protection des oiseaux en Bourgogne-Franche-Comté. Et il va nous parler de l'élagnon blanc. Je lui laisse donc la parole pour une vingtaine de minutes et puis on a nos 5 minutes de questions traditionnelles dans la foulée. C'est bon? Tu as un micro? Je veux bien un micro. Ah ben, je vais te donner le mien en attendant. Bonjour à tous. Donc oui, Johan Pitois, je suis vice-président de la LPO Bourgogne-Franche-Comté et je suis également bagueur généraliste au sein du CRBPO. Donc je vais faire une présentation, c'est une présentation de terrain sur des observations concernant l'élagnon blanc qui a niché pour la première fois en 2021 en région Bourgogne-Franche-Comté dans la Nièvre. Alors, je vais aller rapidement sur le fait que, avec le réchauffement climatique, on a 3 phénomènes principaux sur les populations d'oiseaux. La désynchronisation des chaînes alimentaires. J'ai vu qu'il y avait des posters qui présentaient ce genre de phénomène. La multiplication des phénomènes catastrophiques et puis la redistribution spatiale des espèces. C'est dans ce cadre-là que l'élagnon a fait son apparition en Bourgogne-Franche-Comté. Donc la désynchronisation des espèces, des chaînes alimentaires, c'est lié à la disponibilité en ressources alimentaires. Donc soit la ressource, elle apparaît un petit peu avant la période de reproduction, en tout cas avant la pleine période de reproduction, soit elle est moins abondante, ou alors elle est restreinte en termes de disponibilité. Donc on connaît bien ce genre de phénomène, hein. Avec une reproduction du coup qui se retrouve décalée par rapport au pic d'alimentation disponible pour les espèces. Il y a un exemple assez célèbre aussi sur le coucou gris concernant la désynchronisation des espèces, avec le fait qu'on se retrouve avec des espèces qui sont plus parasitées, qui sont les espèces qui sont migrateurs transsahariennes, et des espèces moins parasitées, les espèces sédentaires ou migratrices partielles, qui vont avancer leur reproduction dans le temps, ce qui n'est pas le cas des espèces migratrices transsahariennes, qui vont éventuellement avancer leur reproduction, mais un petit peu plus tard dans le temps. L'autre phénomène, c'est la multiplication des phénomènes catastrophiques. J'ai mis un petit exemple dans la Nièvre. C'est le fait qu'on ait quasiment, beaucoup moins d'eau en hiver et on se retrouve avec des niveaux d'eau parfois assez importants au printemps. Et ces dernières années, on a des populations d'oiseaux des grèves, les sternes et les petits gravelots, qui ont beaucoup de mal à se reproduire. Et puis on arrive sur ce qui nous intéresse pour l'élagnon, la redistribution spatiale des espèces. On a des espèces à affinité méditerranéenne qui remontent vers le nord, les espèces évidemment qui ont une affinité plus septentrionale qui vont remonter également, et on se retrouve avec des distributions de certaines espèces plus importantes. C'est le cas du bruant zizi qui remplace en partie dans certains milieux en Bourgogne le bruant jaune. Alors on en arrive à l'élagnon blanc, c'est l'espèce qui nous intéresse. Alors c'est un petit rapace, à peu près de la taille du faucon cresserelle. Luc Strenal, spécialiste du faucon cresserelle, il pourrait nous en parler. C'est à peu près la même taille, mais c'est un peu plus trapu comme rapace. Un faible dimorphisme de taille, pas de dimorphisme de couleur. Le mâle est un tout petit peu plus petit que la femelle. Des yeux très très rouges, les pupilles rouges. Vous avez également ici les scapulaires qui sont très sombres, ça se voit pas très très bien là sur la photo. Un vol plané et puis un vol battu avec les ailes assez relevées, assez hautes, ça c'est caractéristique. Et puis le vol en Saint-Esprit au moment de la chasse. On retrouve ça chez le faucon cresserelle, mais on reparlera un tout petit peu de la capacité de capture de cette espèce par rapport au faucon cresserelle. Cette sous-espèce qui nous intéresse, elle se reproduit en Afrique subsaharienne, mais aussi Afrique du Nord, un petit peu le Nil ici. C'est une carte qui vient de Birds of the World, mais qui est déjà plus d'actualité, puisque vous voyez que la population française, on regardera ça tout à l'heure, ça ne tient pas compte de son évolution. Et puis la sous-espèce Vociferus a déjà complètement gagné la Turquie, le Moyen et Proche-Orient. Alors, pour
pour se donner une petite idée de la progression de l'espèce au niveau national, et puis après on arrivera au cas en Bourgogne, j'ai pris toutes les données qu'on trouve dans Faune France, les données d'hivernage comme de reproduction. Donc ça, c'est dans les années 90, avec effectivement quelques données sur les zones où ils nichent d'ailleurs au départ. Les années 2000, donc on voit qu'il n'y a pas une grande progression entre les années 90 et les années 2000. 2010, là 2020, on voit clairement qu'il y a une explosion de l'espèce un peu partout. Donc elle gagne vers le nord-est. Là, on est sur la carte des nicheurs en France. Donc elle est restée. Alors la première donnée de reproduction, c'est 84. On n'a pas de jeunes, on n'est pas certain que ça ait réussi. Par contre, la première reproduction réussie, c'est en 1990 dans le Pays Basque, au sud-ouest de la France. Et durant 10 années, on va avoir une petite population de moins de 10 couples sur cette zone. Premier phénomène, autour des années 2000-2010, on a vraiment un renforcement des populations du sud-ouest. Et puis on commence à avoir quelques données éparses. 2010-2020, là on a une explosion notamment sur le littoral ouest. Et puis une forte progression de nouveau à partir des années 2020. Et c'est là que cette vague permet à l'espèce de conquérir des départements en Bourgogne. L'évolution en termes de chiffres et d'effectifs. La population, elle a été estimée, l'article va sortir c'est Nidalissa, qui estime à 700-1200 couples pour l'année 2023. Et on voit effectivement qu'on était resté à assez peu de couples au départ. Alors c'est pas cette diapo-là, c'est la diapo suivante. On est à une dizaine de couples dans les années... jusque dans les années 2000, et puis 2014, 130-150 couples, 50-100 couples en 2020, et 700-1200 couples en 2023. Donc la progression, elle se fait depuis l'Espagne, qui est colonisée dans les années 60 par cette espèce. On voit qu'au niveau européen, on a une progression également. Ça progresse en Espagne, en France évidemment, mais une régression au Portugal, dont on n'a pas forcément on ne comprend pas forcément pourquoi ça régresse dans ce pays. Les observations en Bourgogne-Franche-Comté. La plus ancienne observation, c'est 1902 en Côte d'Or, et il est fait mention d'un oiseau tué, voire peut-être 2 oiseaux. Je ne sais pas si c'est la même donnée ou si c'est 2 données différentes. Ce n'est pas le même lieu, en fait. Donc il y a peut-être 2 données pour cette espèce. On voit bien qu'on a une apparition de l'espèce dans les années 90, Saône-et-Loire, Yonne. Et puis, à partir de 2008, elle est dans tous les départements de Bourgogne-Franche-Comté. Elle finira même par être vue sur le tout petit territoire de Belfort en 2023. Entre parenthèses, vous avez le nombre de données qu'on peut retrouver dans la base. C'est les données d'oiseaux différents, parce que sinon, on peut avoir beaucoup plus de données pour un même oiseau. Alors, la première reproduction, c'est en 2021, dans la Nièvre, tout à fait au nord du département, pas très très loin de la Loire. La Loire, elle suit ici la Nièvre, et puis là, on a son affluent, l'Allier. Première reproduction avérée, certaine, avec des jeunes. Voilà, un jeune à l'envol ici, à Saint-Père, juste à côté de Cosne-sur-Loire. Alors le contexte, depuis le début de l'année 2021, il y avait déjà eu 7 oiseaux différents observés dans 5 départements de Bourgogne-Franche-Comté. Donc on avait des observations sporadiques un petit peu partout. Et on se trouve sur un secteur à Bussard-Cendré. Et je pense que si on n'avait pas prospecté pour le Bussard-Cendré sur ce secteur, on ne serait pas tombé sur cet oiseau, on en reparlera tout à l'heure. Le premier oiseau reproducteur, donc, il est observé le 10 mai, enfin un des adultes qui va s'installer, et le 18 mai, on a déjà des parades et des accouplements sur un ancien nid de corneille. Alors voilà à quoi ça ressemble. On est bien sur une plaine céréalière, avec des restants de petits morceaux de bocage. Là, on a une petite plaine avec une rivière qui passe, et on a une toute petite haie là, dans un champ pâturé. On a quelques secteurs de vignes ici, là,
Et cette prairie, ça va être l'endroit principal de chasse du couple. Le reste autour sont des céréales où il ne va pas du tout chasser. Ça ressemble à ça. On a la haie ici qui fait 250 mètres, principalement aubépines, glantiers, etc. Donc des petits arbustes. Là, on est au nord du secteur avec la petite zone de vigne ici. Voilà à quoi ressemble le nid. Il est tout à fait dans la partie supérieure du houppier, bien caché quand même, pas facile à repérer, avec des adultes qui restent systématiquement ici. Donc on peut avoir des difficultés à trouver finalement un nid d'élagnon. C'est pas forcément, ça peut passer facilement inaperçu. Donc c'est un ancien nid de corneille qui a été renforcé par le couple. Une aubépine, 5-6 mètres de hauteur, une haie de 250 mètres de longueur. La prairie, elle fait 5 hectares, pour vous donner une petite idée. Et l'oiseau, les deux oiseaux sont restés dans une zone autour de 800 mètres du nid. Ils n'ont pas dépassé ce secteur. Donc c'est vraiment très cantonné en période de reproduction. Alors au niveau de la reproduction, le début de la couvaison, c'était le 25-29 mai. Donc à peu près une semaine après les premiers accouplements. Une éclosion autour du 24 mai. Quand on lit les ouvrages, on nous signale 25 à 28 jours d'incubation. Donc là, on est à peu près dans les clous. Et le 7 juillet, le premier jeune est observable. Le 22 juillet, on finit par confirmer qu'il y a bien 3 jeunes. Donc on les voit ici, bien cachés dans l'aubépine. L'envol des jeunes, donc là on voit un jeune avec le collier un petit peu plus roux, le noir sur les ailes qui est moins net. Donc le 6 août, deux jeunes sont volants, et puis le troisième est encore sur le nid. Mais ce même 6 août, chose surprenante, la femelle couve déjà à 100 mètres. Donc elle entame une deuxième couvaison, alors que le troisième jeune, on pense qu'il est volant, mais il n'est pas indépendant. Et puis le 28 août, on constate à la fois la plumée du dernier jeune et puis à la fois l'échec de la reproduction. Donc on pense que là, il y a une marque qui est passée, qui a fait toute la lignée, les 250 mètres, qui a chopé un jeune et puis qui a empêché la deuxième nichée de fonctionner. Alors juste pour remettre aussi un élément de contexte, en 2021, ça c'est la carte de l'Auvergne avec la reproduction en Auvergne. L'espèce, elle a explosé cette année-là en Auvergne, avec 14 nidifications certaines, dont la moitié dans l'Allier. Donc là, on voit l'Allier. La Nièvre, elle serait ici. Là, vous avez la Saône-et-Loire. Donc on n'est pas très loin de notre territoire. D'autant plus que voilà ce qui se produit en 2022, on se retrouve avec la majorité des couples suivis qui sont en fait sur le secteur sud de la Nièvre, bien qu'on retrouve notre couple plus au nord. Donc on passe en 2022 à 5 couples avec au moins 13 jeunes à l'envol. Chaque couple a fait 2 nichés. On n'a pas pu mettre en évidence une troisième nichée, mais chaque couple a fait 2 nichés, avec pas mal d'échecs au final. Donc voilà un petit bilan pour la Bourgogne durant ces 4 années. Le bilan 2024 est très partiel, au moins 5 couples, un couple cantonné en Saône-et-Loire. On a commencé en 2021, je vous ai dit qu'on avait trouvé un nid de façon certaine. Il y a probablement eu aussi une autre reproduction un petit peu plus au sud vers Cercy, puisqu'on a vu un adulte et puis un jeune qui étaient ensemble, et non loin du secteur de l'Allier, donc difficile de ne pas être certain que ce ne soient pas des oiseaux de l'Allier qui soient déplacés, mais bon, avec l'habitude, maintenant, on voit que les oiseaux restent cantonnés assez longtemps sur leur secteur de reproduction. Il y avait en Saône-et-Loire déjà un couple avec probablement un jeune aussi. En 2022, 5 couples. Là, c'est là qu'on a eu un suivi le plus précis, avec au moins 13 jeunes à l'envol. 6 couples en 2023 et probablement 2 couples, dont un avec un jeune en Saône-et-Loire. On n'a pas tout à fait un bilan précis pour 2024. Alors, on peut tirer quelques conclusions sur l'écologie de l'espèce, ce qu'on en connaît. On peut comparer avec ce qui se passe au niveau national et ce qu'on a pu voir en Bourgogne pour le moment. La description du milieu, c'est un large éventail de milieux agricoles ouverts et semi-ouverts, zones de polyculture, élevage, bocage lâche, dégradé. Ça, moi, j'aime bien le bocage dégradé, voire relictuel.
Parfois les marais, les prairies alluviales. Je pense aux couples qui se baladent sur Cronat notamment. Donc là, ça peut nous faire penser à ce genre de milieu. Des prairies alluviales de fauche ou de pâture, parfois du vignoble et des cultures plus intensives. Encore 5 minutes. Oui. On a présence indispensable de surface en herbe. Donc c'est là qu'il va chasser. Il ne va pas chasser sur les zones de céréales comme peut le faire le busard. Il est sur des secteurs en herbe, prairies, jachères, friches. Et puis ses proies principalement, le campagnol des champs. Il faut quelques éléments verticaux de paysage, donc des arbres, des haies, etc. Il y a une étude en Espagne qui disait 2 à 20 arbres par hectare. Bon là, dans nos paysages, c'est quand même un petit peu plus d'arbres que ça. Voilà à quoi ça peut ressembler. Ça, c'est le site du Nord, quand il avait la 2e année, en 2022, quand il a changé. Donc des arbres qui peuvent être assez hauts. Et puis, un petit truc qu'on retrouve assez souvent, du lierre, du gui. Ce sont en fait, des choses qui permettent de cacher un petit peu le nid. Voilà le genre de milieu qu'on trouve, voilà, un champ de colza au premier plan, une grande parcelle de colza. Et puis là, on a en fait des arbustes avec, on ne voit pas très bien, mais tout ce qui est blanc, finalement, c'est du prunelier. Et il va nicher là aussi dans l'aubépine. Alors les secteurs en Bourgogne, ce sont ceux-là pour le moment, donc la zone vers Cosne-sur-Loire, et puis toute la zone entre Loire et Allier ici, et puis un petit peu côté Loire, Charrin notamment pour ceux qui connaissent. Et puis on retrouve la petite zone Saône-et-Loire ici, où on a visiblement des oiseaux qui se baladent. Juste un petit élément de densité, on n'a pas suffisamment de couples pour avoir une petite idée, mais on a trouvé 3 nids assez proches les uns des autres autour de la commune de Lucenay. Donc un premier nid ici, deuxième, troisième, avec des distances entre 3,7 et 7,4 km, ce qui nous donne une surface, si on tient compte du kilomètre autour du nid, ça fait moins de 20 km². Donc c'est un premier élément de densité de l'espèce pour la Bourgogne. Le support du nid, et puis après j'en aurai terminé. L'arbre porteur, un arbre porteur isolé ou dans un alignement d'arbres, des haies, un espace dégagé, ça c'est indispensable. Un choix très plastique finalement, il n'y a pas d'essence qui se dégage, très essence au niveau français. En Bourgogne, du merisier, du robinier, du saule, aubépine, chêne, des feuillus essentiellement. Il n'y a pas de fidélité à une essence particulière qui aurait été mise en évidence. Du gui, du lierre pour le camouflage du nid. Il n'y a pas de résineux en Bourgogne, ce qui pouvait être le cas en Sud-Ouest, on comprend pourquoi, hein, dans les Landes. Il n'y a pas de support anthropique en Bourgogne. Il peut très bien s'installer sur des lignes haute tension. Par contre, il ne va pas s'installer sur des bâtiments, ce qui laisse encore une petite chance au faucon cresserelle. Voilà le genre de nid. Hein. Là, on voit bien dans une espèce de boule de gui au-dessus du lierre. Voilà, d'autres nids, parfois c'est beaucoup plus gros. Hein. Je pense qu'ils réutilisent un nid de Milan noir ici, dans un saule. Ici, on est sur du merisier. On voit la tête du jeune là dans le nid. Et là, on est au sommet d'un chêne. On ne voit pas le nid, il est un petit peu plus bas, mais là, on a le couple qui est sur le chêne qui l'occupait. Voilà, donc il s'installe dans le tiers supérieur du houppier, évidemment. La hauteur du nid entre 2 et 40 mètres, plus classiquement 5 et 15 mètres. En Bourgogne, on est plutôt sur cette valeur-là en termes de nid. Les perspectives, c'est une espèce à forte dispersion vers le nord-nord-est, comme on l'a vu. Une forte productivité, c'est le seul rapace qu'on connaît qui peut faire 2-3 nichés. Hein, il n'y a pas d'équivalent dans les rapaces. C'est un chasseur beaucoup plus efficace que le faucon cresserelle. On en parlait tout à l'heure avec Luc. Le faucon cresserelle, sur 10 fois, quand il se laisse tomber, il va ramener 2-3 fois une proie. L'élagnon, c'est 9 fois sur 10. Donc il est hyper efficace, d'où le petit secteur qu'il va occuper en période de reproduction. Très opportuniste pour le choix du site, des exigences écologiques assez faibles, donc une progression qui est fortement liée à la modification des habitats. On en reparlera peut-être dans la discussion en Espagne, pas forcément en France. Ça, c'est juste une petite carte de l'évolution des températures dans les années 50 et 80. Et là, après les années 80-2010, on voit vraiment l'augmentation des températures ici. Et on voit le même trajet que va poursuivre notre élagnon blanc. Voilà, dernière diapo. Alors, le scénario futur. On voit quand même que depuis 2022, on est à 5-6 couples.
Ça n'a pas explosé à 10 couples, à 15 couples, à 20 couples. Pourtant, il y a eu des jeunes de produits. Donc, qu'est-ce qui va progresser en termes de colonisation vers l'est de la Bourgogne-Franche-Comté? Je pense que le climat semi-continental peut être encore limitant pour le moment, mais on sait que ça augmente vite en termes de température. Et où il va, dans un premier temps, peut-être renforcer les noyaux de population actuels, comme il a pu le faire en Aquitaine, où pendant 10 années, on est resté à une dizaine de couples. Donc c'est peut-être ça qui va se produire dans un premier temps avant qu'il gagne d'autres secteurs. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup, Johan. J'ai plein de questions, en fait, mais comme d'habitude, il manque un peu de temps. J'en ai quand même une. J'ai cru comprendre donc parmi les éléments d'explication de cette colonisation et ce développement, il y a des éléments propres à l'espèce, hein, de plasticité, de voilà. Mais tu as évoqué à plusieurs reprises deux autres éléments qui pouvaient être les changements climatiques et notamment le réchauffement, hein, et avec la question que tu poses complètement à la fin, mais également des éléments de structure dans le paysage agricole avec des implantations ou réimplantations d'éléments semi-naturels comme les haies, les prairies, des bosquets, etc., etc. J'ai envie de te demander, dans ce que tu as pu observer, et peut-être en croisant avec des études de collègues agronomes ou écologues, est-ce que tu as quelle est un peu la part, je dirais, entre le climat et ces modifications des pratiques agricoles avec la réintroduction d'éléments agroécologiques? Est-ce que tu as un peu une vision là-dessus? Ce qu'on peut dire, c'est que pour l'Espagne, dans les années 60, quand il commence vraiment à exploser en Espagne, là, c'est probablement lié à une modification des paysages liée à l'agriculture intensive. Et c'est ça qui lui fait franchir le cap, j'ai envie de dire, entre l'Afrique et le continent européen. Et par contre, quand il s'installe en France dans les années 90, j'ai envie de dire, le mal est déjà bien fait en termes d'agriculture intensive. Mais peut-être que le développement de la maïsiculture sur certains secteurs a favorisé son implantation avec des espaces dégagés, davantage d'espaces dégagés. Donc je pense que la progression de l'espèce actuelle est vraiment liée au réchauffement climatique et pas au milieu. Hein. Des milieux, comme on a vu en Bourgogne, on en a vraiment beaucoup, beaucoup. Donc ce ne sera pas un facteur limitant, le type de milieu. D'accord. Donc c'est vraiment là, la progression, elle est liée, je pense, au réchauffement climatique qui s'accélère. D'accord, ok. Je te pose d'autant plus cette question que j'ai suivi d'assez près des études un peu comparables, mais sur d'autres espèces d'oiseaux, en plaine et Val de Sèvres, qui est une grande zone céréalière, et où l'équipe du CEBC de Chizé a vraiment étudié comment en fait des modifications de pratiques agricoles pouvaient favoriser un certain nombre d'espèces d'oiseaux et toute la chaîne derrière. Et du coup, ça génère quand même une question complémentaire, c'est est-ce que, avec des collègues en Tomo, par exemple, tu as pu regarder aussi s'il y avait des modifications de populations d'insectes ou de proies de ces espèces d'oiseaux? Voilà, non, on n'a pas. Vous n'avez pas encore donné. Absolument pas regardé ça. Il y a assez peu d'études finalement sur les lagnons blancs en France. Hein. Il n'y a même pas eu de bagage de fait. Ça, c'est étonnant parce qu'avec un petit noyau de population dans les années 90 qui s'implante, on reste sur un secteur assez localisé avec une dizaine de couples. Je pense que ça aurait été intéressant de regarder un petit peu plus près cette espèce et de voir notamment ce que devenaient les jeunes. Je sais qu'il y a un programme de balises GPS en Centre-France qui va se mettre en place avec 20 balises sur des jeunes pour regarder un petit peu la dispersion. Mais non, on n'a pas fait de travail sur les milieux à proprement parler. J'ai une question là. On peut peut-être... Oui, merci. Merci. Oui, donc la corrélation avec le réchauffement climatique est assez convaincante quand on voit les cartes, mais d'un autre côté, la chaîne de causalité, elle n'est pas évidente. Et donc, c'est la question que je voulais poser, c'est finalement, réchauffement climatique, c'est un peu l'explication, pas facile, mais c'est l'hypothèse évidente, mais la cause directe, on aimerait la connaître.
Et à votre avis, ça peut agir directement sur l'animal, mais ça, est-ce qu'il a vraiment besoin de chaleur? Ou, comme vous le dites, sur le régime alimentaire, les insectes, etc., auxquels il aurait accès qu'il n'avait pas avant. Quelles sont les hypothèses qui sont derrière, puisqu'on n'a pas les démonstrations? Oui, bah, on se pose des questions. Ce qui est étonnant, c'est qu'il reste cantonné pendant plus d'une dizaine d'années à moins de 10 couples sur ce petit bassin-là. Ouais, oui, le campagnol, il y a du campagnol. Donc là non, c'est pas simple de répondre pourquoi on a cette explosion dans les années 2020. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ou commentaires, y compris sur, je sais pas, qui vous font écho avec des espèces que vous pouvez suivre par ailleurs? Oui. Donc, Vincent Vaudreau, c'est pas si simple le changement climatique parce que moi j'ai plein d'autres contre-exemples. La chevêchette, le grimpot des bois qui arrive en plaine, l'espèce qui était en montagne. Alors, il y a sûrement d'autres explications, j'en ai en tête. Mais je pense que le changement climatique n'explique pas tout. Non, de toute façon, on a une partie des espèces, par rapport au changement climatique, on sait très bien, on a une partie des espèces qui gagnent vers le nord, mais on a aussi des espèces qui progressent vers le sud. Ça, c'est montré également. Donc ça n'explique pas tout. Pardon. Les autres éléments, en 2 mots, tu peux dire? Moi, pour ceux qui ne savent pas, je travaille à l'Office national des forêts, et on voit il y a des mouvements effectivement d'espèces qui étaient en montagne, qui arrivent en plaine depuis quelques années. Moi, un de mes sentiments, c'est que la forêt de montagne a produit énormément de volume de bois depuis des années. Il n'y a pas une exploitation qui est si forte. On a parlé hier avec le collègue de l'IFM. Et à partir du moment où il y a une reproduction qui fonctionne très très bien, à un moment donné, ces espèces-là, elles se déplacent, et parfois très loin. Voilà, et elles recolonisent les milieux. C'est une explication pour moi. Ce n'est certainement pas la seule. Mais ça peut être une explication. Mais entre les années 50 et les années 90, la production en mètres cubes de bois en forêt de montagne, c'est évident que ça a monté énormément. Donc il y a forcément des espèces qui en ont bénéficié. Et, il y a d'autres espèces de picrodactyles, bon, c'est des tout petits effectifs, ça, mais il y a pas mal d'espèces qui en ont profité. C'est peut-être aussi une espèce qui a une capacité d'ératisme qui est assez forte. On voyait sur la carte de la reproduction, on a un noyau central vraiment sur le bassin aquitain. Et puis déjà à cette période-là, on a déjà des oiseaux qui font un saut jusque dans le Gard, d'autres qui vont déjà prospecter en Normandie, dans l'Eure. On a déjà une reproduction dans l'Eure, alors que... Ouais. J'ai une dernière petite question. Tu disais tout à l'heure à l'instant qu'il y avait finalement relativement eu peu d'études sur les lagnons blancs. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es tout seul ou tu as d'autres collègues? Et est-ce que je te dirais que la suite est à peu près assurée, soit dans ton temps de travail, soit avec d'autres personnes? Alors moi je suis pas ornitho de métier, donc mon temps de travail ça va pas être. C'est surtout sur du bénévolat, non. On a une association, les associations naturalistes se professionnalisent, donc on recrute des ornithos, des services civiques qui peuvent travailler sur des oiseaux pour lesquels on a envie de mettre un éclairage à un moment donné. Donc ça c'est tout à fait possible. On est quand même dans un secteur nord-ouest de la Saône-et-Loire où on n'a pas grand monde, donc il y a peut-être de l'élangon à trouver là-bas, ça c'est certain. Et puis sud-Nièvre où il n'y a pas non plus grand monde en termes d'ornithos. Donc ça c'est certain qu'on passe à côté de choses. Voilà, donc oui, ça pourrait être intéressant de prospecter un petit peu. Ce qui est intéressant dans le fait d'aller poser des balises sur les oiseaux qui sont dans le centre France, c'est qu'on est en limite justement de l'aire de répartition. Donc c'est bien de voir où ces oiseaux-là, ça ne serait pas intéressant de mettre des balises sur les oiseaux, cette fois-ci du bassin aquitain, où il y a des sites avec 200 couples, mais de voir sur les départements où il y a une dizaine de couples seulement, 5-10 couples, d'aller voir où est-ce que les oiseaux vont s'installer, c'est intéressant ça. Merci beaucoup, on va s'en tenir là. Et je vais